Il a participé aux discussions sur la Constitution avec l'Union nationale à Québec. 20 ans plus tard, il bouclait ce chapitre par l'accord du lac Meach avec les conservateurs à Ottawa. Bonjour, M. Masse. Bonjour. M. Masse, vous avez connu une longue carrière politique à Québec et à Ottawa, mais durant votre enfance, soit aussi durant vos études ou lorsque vous faisiez de l'enseignement, est-ce qu'il y a eu un événement, des rencontres qui vous ont inspiré à faire de la politique? Je ne perçois pas, pour répondre à votre question, un événement majeur qui m'aurait, disons, conditionné ou fait rêver à la politique. Par contre, je réalise en retournant sur le passé que dès l'âge de 11 ans, 5e année, où pour la première fois on élisait des présidents de classe, de cette 5e année, aller presque continuellement jusqu'à la fin de l'école normale, j'ai toujours été sélectionné pour être président de la classe. Alors, il y avait donc un développement d'un certain leadership. Et puis, après cette période à Joliette, je suis allé à l'école normale, qui enseigne donc la pédagogie, la psychologie, je ne dirais pas l'art du discours, mais l'art d'enseigner, ça n'a certainement pas été nuisible. D'ailleurs, à cette époque-là, en 1958, j'ai été assez, pas trop, mais quand même assez impliqué avec les chambres de commerce jeunes de la région de Montréal, où je suivais des cours de formation administrative. Et à chaque année, la Chambre de commerce organisait une délégation à Québec pour aller y porter un mémoire. Et en 1958, au mois de février, le thème du mémoire était la canalisation du Richelieu. Donc, on est juste à la fin de la période de canalisation du Saint-Laurent. Et nous avions été reçus par l'honorable premier ministre, M. Duplessis, et son ministre de l'Industrie et Commerce, M. Beaulieu. Alors, c'est la première fois que j'avais la chance de discuter, tant soit peu, avec le premier ministre Duplessis. Puis, j'ai poursuivi mes études en histoire à l'Université de Montréal, donc le groupe Séguin-Brunet. J'étais assez près du professeur Michel Brunet. D'ailleurs, j'ai continué à avoir des relations avec lui jusqu'à son décès. De là, je suis allé en sciences politiques, étudier en sciences politiques à Paris et à Londres pour la partie du Commonwealth. Et je rentre au Québec en 1962. J'étais marié, mon épouse Cécile Martin, avec laquelle j'ai eu 2 enfants, Jean-Martin et Marie-Hélène. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la famille Martin de Joliette sont des descendants d'Acadiens très impliqués à Saint-Jacques, de Montcalm, là où, dans quelques années, j'aurai l'occasion d'être candidat. Alors, revenons donc à Joliette. Je reviens dans l'enseignement, je signe les contrats, et puis, dès le début, j'ai été sélectionné par l'Assemblée générale des enseignants comme président des instituteurs et institutrices de Joliette, alors que je n'avais pas encore commencé à enseigner. Et pendant 4 ans, j'ai été très actif dans le syndicat. On a négocié beaucoup de conventions collectives. Et ça m'a amené aux Sociétés Saint-Jean-Baptiste, où très tôt, j'ai été impliqué dans les Sociétés Saint-Jean-Baptiste et j'ai même été le premier président élu dans la région de Joliette. Alors, les Saint-Jean-Baptiste, j'insiste, parce que c'est très important, parce que c'est là qu'est en ébullition tout ce qui suivra dans les partis politiques. Parce qu'au fond, les partis politiques empruntent disons, des réponses à des gestations qui se produisent dans ces mouvements. On n'a pas idée comment c'était très important à ce moment-là. Votre participation dans les mouvements nationalistes, ça vous a amené à appuyer la nationalisation de l'électricité? Alors oui, parce qu'au fond, c'était très, très ouvert. Et en passant, en 1962, évidemment, je rentre d'Europe et je reprends je dirais ça entre guillemets, du service à la Société Saint-Jean-Baptiste. Je suis président du comité d'orientation et en contact avec l'ensemble des autres Saint-Jean-Baptiste. Évidemment, nous supportons l'étatisation de l'électricité, ce qui nous a amené
a recommandé, je ne dirais pas de travailler, ce n'était pas notre responsabilité, mais a recommandé à voter pour le Parti libéral, pour René Lévesque, l'étatisation. Mais, et ça montre que dans cette région-là, ce n'est pas les libéraux qui sont dominants. Maître Maurice Mageot a été élu, malgré tout ça, en 1962 comme député du comté de Joliette. Alors, Maurice Mageot, donc, est député. Daniel Johnson est à la tête de son parti, il est chef d'opposition. Alors, il organise des tournées dans le Québec. Donc, à la fin de 1963, M. Johnson apparaît à Joliette. Joliette offre une réception civique à l'Hôtel de Ville. Bon, à plus d'un titre, Saint-Jean-Baptiste, enseignant, etc. Je suis invité à participer à cette réception civique. M. Mageot, que je connaissais très bien parce qu'il demeurait pas tellement loin de mes parents, qui était un type fort sympathique, avait préparé le terrain, j'en suis convaincu. Il avait parlé à M. Johnson. Et au cours de la réception, là, de vin d'honneur, M. Johnson, j'ai senti que quand je lui ai été présenté, ça allumait une lumière. En tout cas, la conversation s'engage. Et puis, bon, la réception continue. Puis à la fin de la réception, M. Mageot me dit, bon, est-ce que tu accepterais de venir chez moi pour jouer des discussions avec M. Johnson? On a organisé un petit buffet pour quelques personnes. Alors, je me suis rendu chez lui. Et c'est à cette occasion-là que le contact réel s'est fait avec Daniel Johnson. La chimie a bien fonctionné. Alors, comme je venais régulièrement au Québec pour les réunions pour les enseignants, alors j'ai commencé à arrêter à son bureau ici au Parlement et on allait dîner le soir au château Frontenac. Alors, donc, ça se poursuivait, bon, mettons, tous les mois, tous les 2 mois, 1 heure ou 2. Et à un moment donné, à la fin de l'année 63, il m'a fait parvenir une lettre après avoir échangé de téléphone. L'Union nationale avait la volonté d'écrire un mémoire comme parti politique à la commission Laurando-Danton, qui est cette commission qui faisait le tour du Canada pour discuter de l'avenir constitutionnel. Alors, j'ai dit oui, très bien, faites-moi le parvenir. Il me l'a fait parvenir. Je l'ai encore dans mes documents, ce dossier-là. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve là? L'essentiel de la position égalité ou indépendance. C'est-à-dire, tout le cadre intellectuel est là. Ça vous a amené à travailler au programme du parti. Quel rôle vous avez joué là, à cette époque-là? Alors, le programme c'est en 1965. Donc, la partie 64, là, je travaille avec M. Johnson, mais plutôt à des idées de discours, des choses semblables. Et à la fin de 64, il y a eu un caucus au Mont-Gabriel. Il faut savoir que tout le groupe de M. Bertrand s'attachait beaucoup à une réforme de l'Union nationale, à une ouverture de l'Union nationale. M. Johnson était d'accord en principe, mais ce n'était pas le type révolutionnaire pour faire des choses trop rapidement. Alors, mais en 64, là, il y a eu un caucus en 64 et M. Bertrand avait même à la main sa lettre de démission. Là c'était la 11e heure, pour ne pas dire la 11e heure et demie. Et M. Johnson a pris l'engagement de convoquer une assemblée générale pour discuter tout ça. Donc, dès le début de janvier 65, il y a eu une réunion on appelait ça le comité d'orientation de l'Union nationale, quelques personnes, et on s'est mis au travail. Et il a confié, après quelques semaines, l'organisation matérielle du Congrès à Maître Mario Beaulieu, avec qui j'ai travaillé très régulièrement, et il m'a confié la responsabilité de l'animation des idées, la partie intellectuelle, le contenu de l'Assemblée. Alors, la première chose que je lui ai proposée, c'était de changer de nom. Si on veut absolument créer une nouvelle réalité, il faut arriver avec un nouveau mot. Parce que si on utilise les vieux mots, c'est beaucoup plus difficile de faire la preuve de la nouveauté. Et là, j'ai proposé le mot « assise », qui n'avait jamais été utilisé au Québec, les assises de l'Union nationale, mot d'ailleurs qui venait des programmes européens politiques, mais qui ici était nouveau et tout de suite a donné l'impression qu'il y avait là quelque chose de neuf. On n'a pas trop perdu de temps sur changer l'idée. Ça a duré pendant 3 jours de temps. Ça a été un changement capital. Et là, nous, on a demandé aux députés, et M. Johnson a demandé aux députés de faire tapisserie. C'est-à-dire que la parole et les oreilles étaient aux militants.
ce qui n'a pas nécessairement plu aux députés qui n'avaient pas joué ce rôle-là très souvent dans leur vie. Alors, ça a été un grand succès. Tous les observateurs ont noté ce changement et à partir de là, on a commencé à prendre au sérieux dans la presse et dans les milieux, prendre au sérieux les politiques constitutionnelles de Johnson. Il y a eu un changement d'atmosphère, un changement d'appréciation, surtout qu'au début des assises, Daniel Johnson a publié son livre témoignage, son livre essai sur égalité ou indépendance, c'est-à-dire qu'il a fait l'analyse de la situation. Donc, ça a donné, pour l'élection de 1966, là, on avait un nouveau Johnson. On avait un Johnson qui avait des thèmes à lui. On avait un Johnson face à un Lesage fatigué, face à une équipe libérale épuisée, en lutte contre son chef, parce que M. Lesage voulait faire la campagne seul pour reprendre son leadership. Le terrain était idéal, crédibilité, et l'élection s'est engagée. Et justement, vous, Marcel Mars, comment vous êtes arrivé à devenir candidat et quel genre d'investiture vous avez eu en 1966? Je dois dire que ce n'était pas dans mon esprit d'être candidat parce que ce n'était pas dans ma volonté d'être député. Je vivais une expérience fort intéressante pour quelqu'un qui avait fait ses études en histoire, en sciences politiques et qui travaillait avec quelqu'un qui était ouvert à de nouvelles idées. C'était un rêve que ce travail avec M. Johnson. Et moi, personnellement, je disais, pour quelle raison que si jamais l'Union nationale réussit à ce moment-là, dans les années 65, pardon, c'était pas évident. Mais moi, j'aimerais mieux continuer à diriger une cellule au bureau du premier ministre ou pas loin du premier ministre que j'appelais bilan et perspective. Mon idée, moi, était autour de ça. Et ben là, ce qui est arrivé, c'est que plus on avançait dans le temps, plus on se rapprochait de l'élection, plus les chances de l'Union nationale montaient, et plus M. Johnson, lui, ce qui l'intéressait, c'était pas de réfléchir par des gens à côté de son bureau, c'était des candidats qui pouvaient gagner. Alors, il insistait énormément, et puis M. Majot à Joliette m'avait dit, parce qu'il avait entendu parler de ça, « Marcel, je ne me représenterai pas en 66 parce que j'ai pas été... ça remplit pas exactement ce que j'aimerais que d'être député. En tout cas, il voulait retourner au droit. Il me le disait. J'en ai fait part à M. Johnson. Je dis à un moment donné, écoutez, M. Johnson, on verra, mais M. Majot m'a dit qu'il ne se présentera pas. Non, je vais le convaincre, il va se présenter, parce que lui, il valait mieux 2 candidats qu'un seul. Alors, donc, j'ai pensé aller aux côtés de Berthier, parce que Saint-Jean-de-Mata, où j'étais natif, c'était Berthier, puis c'était un comté quand même assez conservateur. Mais assez rapidement, M. Johnson m'a rappelé en disant, j'ai rencontré mon organisateur, M. Gauthier, dans Bagotte. Il a un parent là, qui voudrait être, qu'il peut persuader d'être candidat, le docteur Gauthier de Saint-Michel. Je pense qu'il ferait un bon candidat là-dedans. Pourquoi il me disait ça? Pas uniquement à cause de son organisateur. Parce que quand il m'avait parlé des candidats, j'avais fait une étude sur toutes les professions et les occupations des candidats de tous les partis politiques, de 1867 à 1962. Et on avait découvert avec ça que le candidat qui avait le plus de chances d'être élu, pas nécessairement d'être réélu, mais d'être élu, c'était le médecin. Parce qu'il avait contact avec les gens, il était connu avec les gens. Alors, moi, j'avais dit à M. Johnson, à chaque fois, on devrait donner priorité aux médecins. Statistiquement, c'est là qu'on a le plus de chances de gagner. Et il avait retenu ça, pour mon malheur. Alors, étant donné que Gauthier était médecin, pouf, j'ai dit très bien, on laisse la chance aux médecins. Et ne voulant pas que je lui reparle de Joliette, parce qu'il voulait toujours garder Majot, il s'est même parlé du comté de Montcalm, plus près de Montréal, plus près de l'Assomption, de Repentigny. Et là, il a doré la pilule en disant « Marcel, de toute façon, c'est bien mieux pour toi de te présenter dans Montcalm que dans Joliette. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait. Je ne suis pas député de Saint-Hyacinthe, je suis député de Bagotte. Donc, de la partie rurale à côté du chef-lieu de l'affaire. Et quand il arrivera des élections un peu plus serrées, tu vas voir que tes gens vont s'identifier à ton travail et ça va moins bouger dans ce comté-là que dans le comté urbain. Il y a eu 2 maires qui se sont présentés contre moi. Les choses se sont bien passées et puis finalement, on a fait la campagne et on a gagné par
par 490 de majorité. Et je dis ça pourquoi? Parce que pour bien connaître le comté, avec un ami, un professeur, M. Rial Godette, on avait fait un inventaire de toutes les élections de 44 par paroisse pour essayer de savoir où les paroisses étaient le pourcentage bleu le plus solide, rouge, ceux qui changeaient, pour établir un peu la stratégie. Et cette étude-là nous disait 417 de majorité. Et puis, c'est pas si mal, on a gagné par 490. Mais je ne recommande pas l'étude comme étant une vérité, mais ça s'est donné comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez apporter à vos commettants comme députés? Et ce comté-là de Montcalm, là, proche de Montréal, mais aussi semi-urbain, qu'est-ce que les électeurs attendaient de vous? Alors, dans ce comté-là, il est réellement divisé en deux. Il y a la partie de la plaine, qui est la région des Acadiens. Parce que les Acadiens sont venus s'établir là au 19e siècle, à Saint-Jacques-de-Montcalm. Bon, l'augmentation de la population a sémé 3-4 villages autour de ça. Et puis, la partie plus de l'arrière-pays, disons, la partie au nord de la seigneurie des Sulpiciens, là, et là, on tombe dans la partie forêt, avec Rawdon, Chersey, et puis toutes ces places-là, jusqu'à Saint-Donat. Alors, donc, la partie de la pleine agriculture, l'autre industrie forestière, et un peu début, à ce moment-là, les années 50-60, début de l'industrie touristique. Alors, c'était réellement deux types de problèmes. Au départ, je n'avais pas le profil beaucoup pour ce genre de comté-là, parce que je dois admettre que les pieds de céleri, là, puis les radis, ça n'a jamais été tout à fait mes propres études. Je me présentais donc contre un agriculteur qui connaissait bien le terrain. Alors, j'ai donc fait porter la campagne là, sur qu'est-ce qu'un député? À quoi sert un député dans une circonscription? Pour justement pouvoir, à travers ça, me distinguer là, d'être du comté, tout ça. Puis, bon, j'ai beaucoup travaillé autour de ça. En 1966, ça a été une sorte de victoire surprise de l'Union nationale. Vous-même, avez-vous été surpris du résultat et quelle analyse vous en avez fait? C'était une élection surprise parce que dès le début de la campagne, on a bien senti que M. Johnson n'était pas notre valeur numéro un. Je veux dire, il y avait eu une amélioration énorme de son image, etc. Mais ce n'était pas suffisant face à l'équipe du Tonnerre, à Le Sage, avec tout ce que ça représentait de clin-clan, le groupe, on n'était pas tout à fait dans le même niveau. Et Johnson, qui était un homme réaliste, a lui-même conclu que c'est pas moi qui va vous faire élire. Chacun doit se faire élire. Il faut faire l'élection comté par comté. Et moi, je vous assure que je vous ferai réélire à la prochaine élection. Mais je ne suis pas en mesure cette fois-ci. C'est moi qui ai besoin de votre aide. C'est clair. Le message était clair, était précis. Il était même surprenant. Et tant au niveau des candidats qu'au niveau des organisateurs, il ne s'est jamais gêné pour le représenter. De sorte que les gens ont rapidement, ils ont conclu que ce n'était pas négatif, M. Johnson. Peut-être qu'on ne peut pas le mettre en avant pour nous faire élire, mais c'était quand même un homme honnête, etc. Puis bon, il y a eu beaucoup de fidélité à M. Johnson. Le soir des élections, on a gagné, et on a gagné avec moins de votes que M. Johnson en avait eu, un pourcentage avait eu en 1962. Il y a eu 42 en 62. Et Antonio Barrette avait 44 et ça monte jusqu'à Duplessis à 56 dans les années 56. Donc, l'Union nationale descendait continuellement. On a été élu avec 41 mais attention, c'est le même pourcentage que le Parti québécois en 76. Alors, si ça a été extraordinaire pour le Parti québécois, c'est comme ça la mathématique électorale. Bon, alors on a été élu avec 41 on avait une majorité, et la loi parle de députés élus et non pas de majorité de voix. C'est certain que le gouvernement n'était pas très fort, dans le sens qu'il y avait peu de gens qui avaient d'expérience. Quand M. Johnson a voulu faire son cabinet, il a été obligé de donner au même ministre souvent 2 portefeuilles lourds. Et ça se sentait qu'au début, le gouvernement commençait réellement. Et alors, vous, quelle responsabilité vous a confié? D'abord, vous attendiez-vous à être nommé ministre et comment on vous l'a appris? Alors, pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, ma volonté, moi, je ne cherchais pas à être ministre. Et deuxièmement, je dois dire, en toute honnêteté, M. Johnson ne m'a jamais parlé d'être ministre. Le soir même de l'élection, je l'ai rencontré au Reine-Élisabeth avec quelques-uns pour fêter la victoire, une dizaine de personnes.
tout le monde est parti vers minuit et demi, 1 heure. Et puis, il y avait une suite, et alors que je voulais partir pour aller coucher chez moi à Saint-Jean, M. Johnson, non, 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 il y a des chambres ici, devrait rester ici. J'ai été surpris. Mais j'ai compris plus tard que M. Johnson détestait rester la nuit seul. En général, me dit-on, les personnes qui savent, qui sauvent du cœur, n'aiment pas se coucher et n'aiment surtout pas se sentir seul. Et c'est ce qui s'est produit là, mais je l'ai appris après. Alors, le lendemain matin, au petit déjeuner, on était tout seul, carrément tout seul. Il ne m'a jamais parlé de ça. On a parlé de l'élection, on a parlé de l'avenir, mais il n'a jamais traité ça. Alors, il est venu ici à Québec la semaine suivante, il a été reçu en triomphe, puis il s'est retiré à Saint-Sauveur et encore une fois au Mont-Gabriel pour discuter de cette question-là. Et c'est à ce moment-là que moi, j'étais à Saint-Jacques et le téléphone sonne, en fin d'après-midi. C'est M. Johnson, comment ça va? Bravo, voilà. Alors, il dit, écoute, Marcel, j'ai consulté les principaux chefs de syndicats au Québec. Et tout le monde est sensibilisé, serait d'accord à ce que tu prennes le portefeuille du ministère du Travail. Silence au téléphone. D'autant plus que le portefeuille m'apparaissait lourd parce qu'il y avait eu une partie de l'élection qui avait porté sur les relations du travail, mais avec M. Lesage, les syndicats et autres. Et deuxièmement, ma réponse instinctive est dit, écoutez, M. Johnson, je ne me sens pas prêt à être ministre. J'aimerais mieux aller au Parlement, connaître mieux le jeu parlementaire, comment mieux fonctionne un Parlement. Parce que moi, j'étais toujours dans le processus d'apprendre les questions politiques. Et puis, un jour, peut-être, oui, d'être ministre, mais pour l'instant, ça m'apparaît... non, c'est pas... je ne suis pas demandeur. Alors, plutôt que de discuter au téléphone, il me disait, écoute, Marcel, j'aimerais que tu viennes nous voir à Mont-Gabriel, puis on discutera de ça. Bon, très bien. Alors, le lendemain matin, je suis allé là. Et là, je l'ai rencontré après quelques heures. J'ai vu quel problème qu'il y avait, là. Il manquait de monde, hein. Et deuxièmement... il voulait absolument nommer quelqu'un de jeune, parce qu'il y avait eu une partie de la campagne qui avait porté sur le renouveau. À un moment donné, ce qui m'a dit, écoute, Marcel, il faut absolument que tu sois ministre. Veux pas, parce que je ne peux pas ne pas nommer un jeune. Et de tous ceux de qui j'ai fait de la publicité, ton nom l'a circulé partout au Québec, il faut que tu sois ministre. Il était presque choqué. Alors, puis il dit, à part de ça, il dit, Bertrand, il va surtout s'occuper de la justice, j'ai donné l'éducation, mais il faut que tu ailles avec Bertrand puis l'aider. Il ne peut pas porter les deux continuellement, ça va être trop lourd. Bon, alors, très bien. Alors, l'éducation, je me sentais un peu plus confortable qu'au travail, d'ailleurs, parce que l'éducation, j'avais été très actif dans les années précédentes. C'est comme ça que ça s'est fait. Et rapidement, avec Arthur Tremblay, Yves Martin, M. Joe Pagé, enfin, M. Beauchemin, Thérèse Baron plus tard, tous ceux qui ont gravité autour du ministère à l'époque de l'Union nationale, les relations ont été excellentes. Et puis, on y a beaucoup travaillé dès le départ, à la demande express de M. Johnson. C'est la seule chose qu'il m'a dit au ministère de l'Éducation sur l'éducation. Marcel, je ne veux plus jamais entendre parler du transport scolaire. Parce qu'une partie de l'élection s'était faite là-dessus. Le transport scolaire, c'était un peu le symbole du gigantisme des commissions scolaires. Ce n'était pas quand même l'objectif à long terme. La première chose qu'il fallait faire, c'était de sortir l'éducation de la négociation, de la discussion négative à l'Union nationale. Et le hasard m'a bien servi parce que le 1er juillet, il y avait le congrès des instituteurs-institutrices, dont j'étais membre jusqu'à ce moment-là, ici à Québec, à l'Académie de Québec, et sur l'éducation, évidemment. Alors, j'ai décidé d'aller faire la conférence du congrès, et puis, en accord avec M. Johnson, d'affirmer que l'éducation est une priorité pour le Québec, que pour le gouvernement, c'est essentiel, que les réformes vont se poursuivre, peut-être dans une atmosphère différente, peut-être avec des méthodes différentes, mais il n'est pas question de ne pas poursuivre l'investissement collectif en éducation. Ça a surpris tout le monde, particulièrement les militants de l'Union nationale, mais valait mieux tout de suite, dès le départ, affirmer la chose, et j'étais le mieux placé pour le faire parce que je venais de l'éducation, mais je n'étais pas du groupe là, des plus aînés. Alors, je pouvais porter l'odieux de dire, regarde les jeunes qui s'énervent, etc. Mais en tout cas, ça a été le point de départ. Et à partir de là, l'Union nationale a fait un apport majeur à la réforme scolaire.
Et on a lancé l'Université du Québec, entre autres qui était rapportée dans le programme de l'Union nationale dont j'avais eu la responsabilité, les cégeps, les prêts-bourses, on a négocié de meilleures relations avec les institutions privées. Alors tout ça s'est fait dans la première année. Mais vous vous êtes retrouvé très vite dans la tourmente du Bill 25. Qu'est-ce que c'était que ce projet de loi-là qui touchait les conventions collectives? Alors, le Québec vivait ses premières années de négociation entre la reine, selon l'expression de M. Lesage, et ses sujets, c'est-à-dire les syndicats de l'État. Ça avait été très difficile pour M. Lesage en 65-66. Même, il a perdu patience durant les élections. Les choses n'ont pas cessé parce que le gouvernement a changé. Et dès le mois d'août 66, dès juillet 66 même, dans les hôpitaux, il y a eu des négociations difficiles, il y a eu une grève, il y a eu une mise en tutelle des hôpitaux. Donc, le mois de août-septembre a été traumatisant pour le Québec parce que la première fois, la vie des patients faisait partie des négociations collectives. Alors, ça a été terrible. Dès l'automne, on continue dans le domaine de l'enseignement. Dès l'automne, il y a eu dans certaines commissions scolaires là, des négociations difficiles. Négociations difficiles d'autant plus que nous avions décidé, et j'étais parfaitement d'accord, qu'on ne pouvait pas aller laisser, disons, aux commissions scolaires l'augmentation indéfinie des échelles de salaire. On ne pouvait pas faire ça. Il fallait qu'il y ait une négociation nationale, une négociation au niveau de l'État. Deuxièmement, il fallait que cesse, parce que j'étais bien témoin de ça, que des enseignants avec la même qualité n'avaient pas nécessairement le même revenu selon qu'ils enseignaient à Westmount ou selon qu'ils enseignaient, je ne sais pas, à Rivière-au-Nord ou à Saint-Jacques-de-Montcalm. Il fallait que ça cesse. Et il fallait que les femmes puissent avoir des échelles de salaire plus équitables que celles qu'on avait, etc., etc. Il y avait un ensemble de points qui ne pouvaient se négocier qu'à l'échelle nationale. Alors, ça a été ça, le projet 25. Ça a perturbé, moins que dans les hôpitaux, mais énormément la question scolaire. Et là est arrivé l'Expo 67. Alors, l'été, là, l'esprit était ailleurs pour tout le monde. Et le gouvernement m'a nommé ministre délégué à l'accueil des chefs d'État, donc d'assurer une certaine coordination de cette question de visite des chefs d'État, qui pour nous était essentielle pour deux raisons. D'abord, pour la première fois, le Québec pouvait directement faire valoir son message à tous ses chefs d'État et de gouvernement sans le moustiquaire, disons, du gouvernement fédéral dans l'interprétation de notre position. Ça a été important. Et deuxièmement, ces gens-là, avec cette action-là, ils ont découvert que le Québec existait, que le Québec était français en Amérique, ce qui était une surprise pour la plupart de ces gens-là. Ils croyaient que le français, c'était folklorique comme la Louisiane. On se créait des alliés, dont le plus important, évidemment, le général de Gaulle, qui est venu ici au Québec essentiellement pour venir au Québec et non pas souligner le centenaire de la Confédération canadienne, et qui a laissé, disons, un souvenir impérissable et chez les Québécois. Après ça, ça a été la conférence qu'on a oubliée, Conférence Canada of Tomorrow, à Toronto, convoquée par M. John Roberts, premier ministre de l'Ontario, et Daniel Johnson, et qui portait l'Union nationale poursuit son travail sur la réforme constitutionnelle, cette fois-ci par les provinces. À cette réunion incroyable, le fédéral avait un strapontin représenté par un fonctionnaire. Ça a été un coup d'émoi terrible à Ottawa. Ils ont senti qu'avec Pearson, Ottawa perdait le leadership de la négociation. Pour Ottawa, c'était très dangereux. Et il y a eu des mouvements de pied et on a expulsé Pearson à la fin de décembre 1966. Convention chez les libéraux, élection de Pierre-Éliott Trudeau. Merci, M. Maire. Merci.